Alors, pour parler du Higgs, comme on dit dans le jargon scientifique, eh bien, nous avons l'honneur de recevoir Marumi Kado, qui est ingénieur des mines et qui est docteur en sciences physiques auprès de l'Université de Paris 6. Après une première partie de carrière comme chercheur au CERN à Berkeley, au CNRS à Orsay, Marumi Kado est devenu professeur de la prestigieuse université La Sapienza à Rome. Il a donné des cours dans de nombreuses écoles, le CERN, Fermilab, Stanford, Centrale, ainsi que des conférences grand public dans les villes de Genève, Paris ou Rome. Il est depuis le 1er septembre professeur au Max Planck Institute à Munich et il est actuellement porte-parole adjoint de la collaboration Atlas au CERN. Ça vous dit peut-être rien, mais Atlas, on va en parler beaucoup. Alors, cette collaboration regroupe 3000 personnes à travers le monde. Il a été le leader de l'une des analyses ayant abouti à la découverte du Higgs il y a 10 ans et qui a été annoncée le 4 juillet 2012. Alors, 50 ans après avoir été théorisé par Robert Broad, François Englert et Peter Higgs, le boson de Higgs est découvert par les expériences Atlas et CMS au CERN auprès du LHC, qui est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. Cette découverte a d'ailleurs contribué à l'attribution du prix Nobel, un an après, à François Englert et à Peter Higgs. Alors Marumi Kado va nous présenter les étapes qui ont mené à cette découverte. Il fera l'état des connaissances 10 ans après, et il nous présentera ensuite les futurs projets de physique des particules, des hautes énergies, ainsi que leurs défis. Alors, parole à vous. Merci beaucoup. Alors, attendez un petit peu parce que je ne suis pas un divulgateur professionnel, mais je vais essayer de faire mon mieux. Je vais vous parler de boson de Higgs. C'est un sujet qui n'est pas totalement simple à expliquer, mais je vais essayer de vous faire passer les concepts de la façon la plus claire possible. N'hésitez pas à me bombarder de questions après, pendant l'exposé, pour tous les concepts qui n'auront pas été clairs. D'accord? Et j'essaierai de faire. Donc, ici, vous avez l'image d'une collision, d'accord? C'est de ça que je vais parler. La découverte du boson de Higgs et le boson de Higgs comme concept, c'est une aventure humaine qui a près de 60 ans maintenant, puisque les tout débuts des prémices de l'invention du mécanisme qui a prédit l'existence d'un boson de Higgs a commencé en 1964. Je vais commencer par un petit préambule rapide. Le premier, c'est que je ne serai certainement pas assez clair pour vous passer tous les concepts importants. En revanche, si vous prenez ce livre qui est une aventure dans le Zeptospace, le Zeptospace, c'est les échelles de dimension à 10 moins 21 mètres. Et c'est pour vous illustrer que les échelles de dimension, donc les échelles de longueur que l'on teste au LHC, c'est les échelles de 110 puissance moins 21 mètres, et c'est le Zeptospace. Et je vous conseille fortement ce livre de John Lynch qui vous explique beaucoup de choses sur la découverte du boson de Higgs et sur ce qu'est le boson de Higgs. Si vous voulez en savoir plus. Un autre aspect extrêmement important de la découverte du boson de Higgs, mais pas que de la découverte du boson de Higgs, tout ce qui va avec, c'est que c'est une aventure humaine collective. Et je peux aussi vous recommander un article qui est très bien, qui vous explique comment c'est une aventure vraiment de beaucoup de personnages. L'expérience dont je vais vous parler, et mon expérience est Atlas, avec Laurent et d'autres ici, ainsi que notre expérience qui est compétitrice, qui se trouve à LHC et CMS, ça représente 6000 personnes, dont 3000 physiciens. 6000 personnes avec ingénieurs et physiciens. C'est une aventure humaine gigantesque. Pour arriver à découvrir le boson de Higgs, il a fallu tout ça. Je vais essayer de mettre ça en place. Et avant tout ça, je vais vous parler un petit peu de la physique des particules, et en particulier l'objectif et la beauté de la physique des particules. Ça n'est pas juste d'observer des particules et d'en voir des nouvelles, parce qu'on en découvre tout le temps des nouvelles, c'est essayer de comprendre les lois et les principes fondamentaux de la nature. Et le pari réussi de la compréhension des lois
les plus fondamentales de la nature, c'est le pari réductionniste. C'est-à-dire que plus on va aller regarder la nature à des échelles petites de dimension, plus on va trouver de la simplicité et donc des lois simples et qui permettent d'expliquer absolument tous les phénomènes qu'on voit. Donc le principe de réductionnisme n'est pas du tout garanti a priori. On pouvait couper cette table en des milliards de morceaux et trouver que chaque atome de table était différent d'un atome de bouteille. Mais non, en réalité, on a vu qu'en séparant les choses petit à petit, en regardant des échelles toujours plus petites, on observait que les lois de la nature sont simples. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à la fin, elles permettent d'expliquer tous les phénomènes qu'on observe. Enfin, les lois de la physique particulièrement élémentaire résultent d'une très longue construction. Je vais essayer de vous donner un aperçu de cette construction. C'est une construction de type différencié, on va dire, d'accord, de l'atome au noyau, de l'électron et la convergence extraordinaire entre la relativité et la mécanique quantique. Je n'en dirai pas énormément sur ces concepts, mais n'hésitez pas à poser des questions, pour former une théorie qui est la théorie fondamentale pour la physique des particules, qu'on appelle la théorie quantique des champs. Alors le premier élément, c'est la relativité. Alors juste pour vous donner un bref aperçu, la relativité se base sur le fait que la vitesse de lumière est constante, c'est une observation qui a été faite à Paris, dans le vide et indépendant du référentiel galiléen. Alors le temps est relatif et ça a des implications très non intuitives. L'autre théorie très importante, c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est la nature discrète de toutes nos observations aux échelles microscopiques, et elle aussi a des règles qui ne sont pas du tout intuitives, mathématiques et non intuitives, et qui sont très éloignées de l'expérience que l'on a quotidienne de la nature. Donc c'est pour ça qu'on ne s'en fait pas, on n'a pas une idée très facile et très évidente des observations qu'on fait, et des règles et des lois de la mécanique quantique. On associe toujours la mécanique quantique aux effets microscopiques, et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en réalité, ça n'est pas vrai pour tous les systèmes, et en particulier pour le boson de Higgs. Alors, il y a une équation que vous connaissez tous qui provient de la relativité, c'est E égale mc², n'est-ce pas? On va utiliser cette règle pour mettre une correspondance entre l'énergie et la masse. Quand on parle d'énergie, on parlera de manière tout à fait équivalente de masse. Une autre équation que peut-être vous connaissez moins, mais qui est intimement liée à la mécanique quantique, c'est que l'énergie est aussi égale à une constante h que multiplie une fréquence nu, ou alors c sur une longueur d'onde. Donc c c'est la vitesse de lumière, h c'est la puissance de l'écran, c'est juste une constante. Donc l'énergie ou la fréquence c'est la même chose, ou l'énergie est 1 sur une longueur d'onde, c'est la même chose. Donc en fait on peut s'arrêter dans l'espace, dans les dimensions d'énergie de manière équivalente, en tenant en considération que l'énergie c'est équivalent à la masse et qui c'est équivalent à 1 sur la distance. D'accord? Donc les grandes énergies peuvent correspondre à des particules massives ou à de très courtes distances. Donc de façon équivalente, on va parler de très courtes distances et de très grandes énergies. Maintenant, je vais vous donner d'autres aspects qui sont moins évidents de la relativité et de la mécanique quantique. Alors tout d'abord, la relativité impose que les interactions soient causales. D'accord? Ça veut dire qu'il doit y avoir un messager entre une particule et une autre particule pour transmettre une interaction. La mécanique quantique reste la description de la nature aux échelles microscopiques. Et il y a eu un mariage extrêmement réussi entre la mécanique quantique et la relativité. Et ce mariage a débuté par l'équation qu'a écrite Paul Dirac et qui a prédit l'existence d'antiparticules. Et ces antiparticules la prédiction a été faite en 1928 et ces antiparticules ont été découvertes en 1933 par Anderson. Alors ça c'était un mariage très réussi parce que corroboré immédiatement par l'expérience l'existence d'antimatière. J'en dirai pas plus sur l'antimatière, très peu plus sur l'antimatière. Et enfin, le mariage entre la relativité et la mécanique quantique a permis aussi de généraliser la théorie des champs quantiques relativistes. Alors c'est des termes très complexes, très pompeux, mais c'est la base fondamentale mathématique, ce sont les outils mathématiques qui nous permettent d'expliquer, de faire des prédictions
qu'on observe dans les accélérateurs de particules. Et cette théorie, dans ce mariage, permet d'imposer que les interactions soient causales et donc échangées par des particules. Et on représente ça par des petits diagrammes qu'on appelle des diagrammes de Feynman et qui sont extrêmement simples à comprendre. C'est-à-dire que si on s'imagine une dimension temporelle dans l'axe des abscisses et une dimension spatiale dans l'axe coordonné, on voit que deux électrons rentrent en interaction en échangeant une particule ici, qui est représentée par cette petite angulation. Et ensuite sont séparés après un processus de diffusion. Alors ça, c'est un des aspects fondamentaux qui a été pensé déjà au XVIIe siècle par Newton, qui ne croyait pas en sa propre théorie, en disant qu'il était inconcevable que la matière inerte puisse interagir à distance avec un simple potentiel. La réponse à la question de Newton a été apportée par Einstein, par la relativité, et par le mariage entre la mécanique quantique et la relativité à travers la théorie qu'on a actuelle, qui est la théorie quantique des champs relativistes. Alors c'est encore un terme pompeux, mais c'est la théorie mathématique qu'on utilise. Alors je vais vous amener d'un infini à l'autre, parce que ce congrès, c'est le congrès des deux infinis, et pour vous expliquer, ou tenter de vous expliquer comment le boson de Higgs a un rôle à la fois microscopique et macroscopique. Et je vais commencer par les échelles les plus grandes qu'on connaît. Les échelles les plus grandes qu'on connaît, c'est 10 puissance 27 mètres. Et ça correspond essentiellement à l'âge de l'univers. Tenant compte de l'expansion de l'univers, en fait, ça correspond à peu près 100 milliards d'années-lumière. 100 milliards d'années-lumière, c'est notre univers connu. On ne sait pas s'il est fini ou infini. En revanche, on connaît l'horizon, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît de l'univers, on sait jusqu'à 100 milliards d'années-lumière. Et ça, c'est les échelles les plus grandes du système. Ensuite, on a les amas de galaxies qui sont à 10 puissance 23 mètres. Donc déjà 4 ordres de grandeur en dessous, on va aller très très vite dans les ordres de grandeur. Ensuite, 10 puissance 18 mètres, les galaxies. Ensuite, 10 puissance 9 mètres, alors le Soleil, 1,4 million de kilomètres. Donc on est déjà à 10 puissance 9 mètres. Ensuite, les planètes, comme la Terre, les 6300 km de rayon, 10 puissance 7 mètres. Et enfin, alors je passe un peu vite, on a l'échelle humaine qui est à peu près 20 mètres, l'échelle du moustique qui est du 10 mètres, et là on peut descendre encore, évidemment. Les molécules il y en a vraiment de très différents types, des grandes et des beaucoup plus petites, qui vont de l'échelle du micron au nanomètre. Les atomes, de l'échelle de l'ordre de l'angstrom, 10 puissance 10 mètres, et là on fait un boom, parce que des atomes vont passer au noyau, et le noyau est à 10 puissance moins 15 mètres. 5 ordres de grandeur entre la taille d'un atome et la taille de son noyau. Et enfin, la physique des particules, la physique qu'on fait au CERN, et les microscopes, donc ces grands accélérateurs sont les différents microscopes, les échelles qu'on observe au CERN sont des échelles de 10 puissance moins 19 mètres, c'est-à-dire 4 ordres de grandeur au-dessus de l'échelle des noyaux. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, l'idée, les neurosciences sont la physique à la dimension de la Terre. D'accord. La physique des particules, c'est l'équivalent d'une puce. D'accord. Et donc, c'est l'échelle de la physique du LHC par rapport à la science, c'est ça. Alors, comme je l'avais dit, on ne sait pas si l'univers est infini ou non. On a un horizon qu'on a pu. De la même façon, on ne sait pas si les particules qu'on pense être élémentaires à l'heure actuelle le sont réellement ou non. Et quand on regarde la nature à l'échelle des puces, eh bien en fait, on ne voit pas une puce bien détaillée comme ça ici avec tous ces aspects qui passent en blanc. Ce qu'on voit, c'est juste un point. C'est-à-dire qu'avec la résolution qu'on a, la précision qu'on a, on ne voit qu'un point. Et donc, on peut supposer, en tout cas toutes les lois de la physique dans lesquelles on suppose que les particules sont ponctuelles, marchent dans tout ce que l'on observe. Ça ne veut pas dire qu'elles marcheront si on arrive à zoomer, à avoir une meilleure résolution et regarder la nature à l'échelle plus faible, mais jusqu'à présent,
cette description-là marche. Alors je vais vous donner aussi un petit peu probablement ça, vous savez tous, mais quelles sont les compositions des atomes, en partant par exemple de l'atome. Vous savez que l'atome est composé d'un noyau au centre, et des électrons qui gravitent autour. Le noyau, lui, est composé de deux types de particules. Ce sont les nucléons. Les nucléons, il y en a de deux types, les neutrons et les protons. Alors vous voyez ici, différenciés en rouge et en noir. Alors les neutrons et les protons ne sont pas des particules élémentaires, et ça on le sait. On a pu l'observer. Et les neutrons et les protons sont composés de quarks et de gluons. D'accord? Alors ici, la composition principale d'un proton et d'un neutron, c'est 3 quarks. Vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Ces quarks sont représentés ici. Et l'échelle de distance que l'on connaît pour les quarks, c'est typiquement 10 puissance moins 16. Alors, la physique des particules, parce qu'on approche réductionniste, a maintenant un modèle où on peut interpréter toute la matière observée par des particules élémentaires. Et ça, je vais vous dire dans une seconde. Et ce que l'on appelle une particule élémentaire, en réalité, on ne sait pas si c'est élémentaire. De la même façon qu'on ne sait pas si l'univers est infini ou infini, une particule que l'on appelle élémentaire, c'est qu'on suppose qu'elle est élémentaire, mais évidemment, on ne peut le démontrer que si on arrive à aller à des échelles de distance plus petites pour l'observer. Donc une particule élémentaire, c'est qu'on suppose qu'elle est élémentaire, et dans tous nos calculs, ça marche. Alors, les particules élémentaires qui composent la matière, eh bien, il y en a de différents types. Donc, les quarks de deux types, up et down, et les électrons qui gravitent autour du noyau. Donc ça sont les particules de matière qui composent les nucléons, et les particules d'interaction. Je vais parler de ces particules d'interaction. Alors, vous connaissez le photon, vous savez probablement déjà que le photon véhicule l'interaction électromagnétique. Et le gluon, lui, en revanche, véhicule l'interaction nucléaire forte qui permet de lier les nucléons entre eux. C'est-à-dire qui permet de lier les quarks dans les nucléons pour former les nucléons. Alors, en réalité, quand on regarde un nucléon de près, comme le proton, c'est une particule qui est donc évidemment pas élémentaire et composée, mais c'est une réelle soupe de particules. Elle est composée essentiellement de 3 quarks, mais elle contient aussi des gluons et des quarks de différents types. Vous voyez, dans quelques minutes. Ces dimensions, à nouveau, c'est 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire à peu près un femtomètre. Alors en réalité, et là vous voyez que le principe réductionniste marche vraiment à plein, c'est un triomphe total. On peut expliquer toute la matière que l'on observe avec juste un peu de particules extrêmement faibles. En réalité, par des observations faites dans les rayons cosmiques, dans la physique des particules au début du siècle dernier, on a observé qu'il y a des copies de ces particules de matière, donc le up, le down et l'électron. Il y en a 3 copies, enfin 2 copies supplémentaires, et des particules en plus que sont les neutrinos. Je vais vous expliquer dans une minute à quoi correspondent ces neutrinos. Et ça, ces observations ont été faites essentiellement dans les rayons cosmiques. Et ces particules supplémentaires de matière, en réalité, on pourrait penser qu'elles violent le principe réductionniste, c'est-à-dire que dès lors qu'on a observé, la première qui a été observée, qui était supplémentaire, c'était le muon, et quand on a vu ce muon apparaître, on s'est demandé pourquoi on a un muon, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il n'explique rien de la nature. Et en réalité, vous verrez que le fait d'avoir 3 de ces familles de particules a un rôle très important et est primordial dans notre interprétation de la nature actuelle. Et donc, à nouveau, ces particules sont supposées être élémentaires, supposées être. Et tous nos calculs, on les fait avec cette supposition, et ça marche. Et donc, le modèle est corroboré jusqu'aux distances qu'on a pu observer. Et ça, c'est un triomphe du réductionnisme. Alors ça, cet ensemble de particules, il est compris dans un modèle, qu'on appelle modèle et pas réellement théorie, parce qu'on a un nombre assez important de particules et donc de paramètres, parce que toutes ces particules ont des masses différentes. Et ce modèle, on appelle le modèle standard. Et ça, ce sont les particules dites de matière. Alors si on regarde maintenant les forces de la nature, là vous voyez par exemple le Soleil, d'accord? Et si vous avez regardé le Soleil, une des forces qui est à l'origine de la fusion nucléaire n'est pas que la force forte
nucléaire, mais aussi une autre force qui est la force faible. Et cette force faible, qui est responsable, par exemple, de la désintégration d'un neutron, en proton, la désintégration bêta, produit des électrons et des neutrinos. Cette particule en plus que je vous avais montré précédemment. Ou c'est la force qui est aussi responsable de la désintégration du carbone 14. Donc en réalité, si on regarde le nombre de particules d'interaction, on n'en a pas que 2, on en a 4. Le photon, le gluon, donc c'est des interactions dont ils sont responsables, c'est la force électromagnétique, la force forte, et la force nucléaire faible, mais pas que nucléaire, parce qu'elle permet aussi de faire interagir des particules telles que les électrons et les neutrinos. Alors vous voyez qu'il y a un grand pan ici qui manque dans les interactions fondamentales, et ce pan, c'est la gravité. J'essaierai de vous expliquer pourquoi. Mais la théorie que l'on a de la nature aux échelles microscopiques, eh bien c'est une théorie qui explique tout sauf la gravité. En revanche, on a une théorie qui marche très bien pour la gravité, qui est la relativité générale, mais aux échelles, pas aux échelles microscopiques. Alors si je reprends l'équation que je vous avais donnée initialement, où je liais les distances aux énergies, eh bien je peux reprendre cette échelle de distance, mais maintenant la mettre en échelle d'énergie. Donc vous voyez que l'échelle de distance ici descend, ici, elle descend dans ce sens-là, et l'échelle d'énergie monte dans ce sens-là. Alors, au zéro de l'échelle d'énergie, on a des particules telles que le photon ici et le gluon, le gluon est la particule d'interaction qui lie les nucléons entre eux. Et ces particules n'ont pas de masse. D'accord ? Masse étant équivalente à l'énergie. Je peux la mettre ici à l'échelle de zéro. C'est tout un pan de la physique, qui est la physique de la matière. Pourquoi on n'est pas juste un ensemble d'atomes qui tombent, qu'on retrouve éparpillés, ou de nucléons et d'électrons qui sont éparpillés. On a de la matière qui est structurée. Eh bien, tout ça est expliqué par l'interaction électromagnétique. D'accord ? Et donc ça, c'est le domaine de l'échelle électromagnétique qui va jusqu'à 10 puissance 6, donc 10 millions d'électronvolts. D'accord ? Et vous voyez ici que tout en haut de cette échelle, on a les premières masses de particules que sont les quarks up, down et les électrons. Ensuite, on a une échelle de la chromodynamique quantique, qui est la théorie qui lie les nucléons entre eux. D'accord ? Et cette échelle, elle est entre 100 millions d'électronvolts et 1 milliard d'électronvolts. Et ensuite, on a l'échelle qu'on appelle l'échelle électrofaible. Alors, cette échelle électrofaible, c'est là qu'on va se concentrer. Et vous voyez qu'on arrive à des échelles de 10 puissance moins 18 mètres. D'accord ? Et c'est là l'échelle qu'explore de la LHC. Donc on peut imaginer, ici vous avez une photo d'un microscope électronique qui permet de résoudre vraiment un par un les atomes de matière. Ici, c'est du silicon carbonate, le nom en français. Et vous voyez ici donc l'échelle électrofaible qui se trouve bien au-dessus de l'échelle que l'on peut voir avec des microscopes électroniques. Et enfin, au-dessus de l'échelle électrofaible, donc au-delà de ce que l'on peut observer au LHC, on a tout un pan qui va bien au-delà, évidemment, on peut aller des échelles infinies a priori, et en particulier à l'échelle de Planck, ici, qui est 10 puissance 19 gènes, ou 10 puissance moins 35 mètres. Cette échelle de Planck, c'est l'échelle où on ne peut plus penser à la gravité comme une théorie des grandes échelles. Il faut une théorie microscopique de la gravité, et cette théorie, on n'y a pas. Et donc de là, de l'échelle qu'on explore ou à lâcher à l'échelle de Planck, il y a beaucoup de physique intéressante, et beaucoup de prospection pour essayer de penser à ce que doit être la physique entre cette échelle, et entre l'échelle électrofaible que l'on observe au LHC et l'échelle de Planck. Alors si on prend toutes ces particules ensemble, eh bien ça forme le modèle standard. Et le modèle standard, il est fait de ces 17 particules, donc 16 dont je vous ai parlé, et une dont je ne vous ai pas parlé encore. Et cette particule en plus est le boson de Higgs. Alors, je vous ai parlé un tout petit peu, et alors là je vais vous montrer quelques équations, mais seulement pour illustrer ce à quoi ça ressemble. D'accord ? Je ne viens pas du tout dans le détail, mais eh bien, la théorie quantique des champs relativistes
Elle peut s'écrire d'une façon extrêmement simple, par ce qu'on appelle la densité lagrangienne. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, mais ça décrit essentiellement l'énergie des éléments qui sont en interaction. Eh bien, toute la dynamique des interactions entre les particules de matière et les particules d'interaction peut s'écrire avec une équation aussi simple que celle-là, et c'est une équation très très élégante, qui décrit les interactions par les symétries. Eh bien, le problème, c'est que cette partie de l'équation qui décrit tout le monde à part la gravité, cette équation, eh bien, elle n'admet pas que les particules dont on a parlé, toutes ces particules ici, aient une masse. Et on observe effectivement que toutes ces particules ont une masse, et des masses très différentes entre elles. Pour pouvoir l'expliquer, eh bien, Higgs, Brown, Engler et d'autres ont introduit un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de Higgs, par ces équations-là. Et ces équations-là sont beaucoup moins élégantes, parce que vous voyez, elles ont des indices. Ces indices correspondent à toutes ces particules et rendent l'équation du monde, l'équation de la nature, plus compliquée, avec beaucoup plus de paramètres. Cela dit, cette équation permet non seulement d'expliquer que la nature puisse avoir des particules que l'on pense être élémentaires, puissent avoir des masses, et il nous permet de décrire le monde de façon complète. Alors, évidemment, ce que j'aimerais vous donner, c'est une image du mécanisme de Higgs et du boson de Higgs qui soit la plus précise possible, pour ne pas vous en tout occuper. Et pour ça, la meilleure analogie que je puisse faire, c'est l'analogie entre l'univers et un supraconducteur. Alors ici, vous voyez un supraconducteur en lévitation. Alors la raison pour laquelle il faut utiliser un supraconducteur, c'est parce qu'un supraconducteur, eh bien, c'est un phénomène quantique qui a une échelle macroscopique. Quand vous voyez un supraconducteur, ici, il est dans son état supraconducteur, il lévite, eh bien, c'est un phénomène quantique à une échelle beaucoup plus grande que des échelles microscopiques où, typiquement, on parle de mécanique quantique. Eh bien, le boson de Higgs, si vous voulez l'analogie la plus précise que l'on puisse faire, le mécanisme de Higgs, c'est vraiment la même chose qu'un supraconducteur. En revanche, au lieu d'être un supraconducteur aussi de quelques centimètres, c'est que l'univers entier est dans un état du type état supraconducteur. D'accord. Alors dans un supraconducteur, eh bien, l'ensemble du supraconducteur a une charge électrique, 2 fois la charge électrique. Et dans le cas de l'univers entier a une charge. Ce n'est pas la charge électrique, mais c'est la charge qui correspond à l'interaction faite. D'accord. Et ça, c'est une résolution complète de notre compréhension de l'univers, c'est-à-dire que l'univers n'est plus dans un vide où il n'y a réellement rien. Le vide a réellement une forme d'éther, attention, c'est un éther très particulier, c'est un vide supraconducteur qui est rempli de charge, et cette charge, c'est la charge faible de l'interaction dont on a parlé précédemment. Il y a une analogie parfaite entre ces deux théories. J'en dirai pas plus, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais être un petit peu plus précis, un petit peu plus mathématique, d'accord, mais je ne vais pas m'étendre sur la question. Il y a le fait que l'univers soit chargé avec la charge faible, eh bien, c'est théorisé par le fait que l'univers, eh bien, on peut le modéliser par un potentiel, et que l'univers va tomber dans un potentiel où l'énergie ne sera pas nulle, d'accord, et cet univers aura ce qu'on appelle une valeur dans le vide, un condensat qui ne sera pas nul. Et ça, c'est très très important, parce que ça veut dire que l'univers vit dans une vallée de stabilité, et qui permet d'expliquer pourquoi les particules ont une masse. Alors évidemment, tout de suite se pose la question, mais qu'est-ce qui est responsable de ce potentiel? Qu'est-ce qui forme cette vallée? Pour la superconductivité, évidemment, on sait, on a la théorie de Paradigm-Cooper-Schreiber qui explique pourquoi, dans un matériau supraconducteur, eh bien, on a ce phénomène. Pour le Higgs, on n'a pas d'explication dynamique fondamentale. Et donc, c'est très important d'essayer de tester, de comprendre comment ce potentiel, de quoi a l'air ce potentiel. Parce que si ce potentiel, par exemple, n'était pas limité n'avait pas de borne intérieure, eh par exemple, s'il y avait une forme où il tombe négativement, eh bien, l'univers ne serait pas stable et pourrait
ce dessin. Donc il est nécessaire d'essayer de faire toutes les mesures que l'on peut pour essayer de comprendre si l'univers est stable ou il n'est pas. Et je reviendrai là-dessus. Alors, le boson de Higgs, ça n'est pas seulement l'aspect d'existence d'un condensat, c'est l'aspect d'existence d'une charge dans l'univers, c'est aussi le fait qu'il y a une particule. D'accord ? Et cette particule, c'est le signe clair et précis de l'existence de ce condensat, et je vais essayer de montrer pourquoi. À nouveau, on peut essayer de dessiner des diagrammes qui montrent les interactions entre les particules et les particules de matière. Par exemple, ici, un boson de Higgs interagissant avec des fermions, et ça, on peut le théoriser. Alors là, c'est une partie de l'équation que je vous avais montrée précédemment. D'accord ? Et chaque fois qu'on va faire un petit diagramme avec un boson de Higgs, on peut le remplacer par une valeur constante, qui est la valeur constante de la charge du boson de Higgs dans le vide. D'accord ? Ici, avec des fermions, ou ici, avec des autres bosons d'interaction. Donc le boson de Higgs va interagir avec le boson d'interaction, ou alors le boson de Higgs va aussi interagir avec lui-même. D'accord ? Et ça, tout ça va nous permettre de mesurer et de nous assurer que le modèle sous-jacent est bien celui qu'on pense. Alors, par exemple, le fait qu'un boson de Higgs peut interagir avec deux bosons qui sont des bosons d'interaction est un signe qui est absolument crucial, qui démontre l'existence du condensat, qui démontre que le vide est chargé sous l'interaction. Ça, c'est un fait extrêmement important. Par ailleurs, ces diagrammes-là, ces petits diagrammes vous montrent que les interactions sont toujours proportionnelles aux masses des particules auxquelles le boson de Higgs couple. Et là, pour les fermions, pour les particules de matière, il est linéaire dans les masses des particules et il est quadratique dans les masses des bosons d'interaction, comme les masses du boson de Higgs lui-même. Donc, aller regarder les interactions du boson de Higgs avec les différentes particules que l'on connaît, c'est un élément essentiel pour essayer de comprendre réellement quelle est la nature du boson de Higgs. L'autre chose absolument fondamentale, c'est que cette interaction, c'est une nouvelle interaction. C'est une nouvelle force. C'est une force d'ailleurs qui n'a pas du tout les caractéristiques des autres forces qui sont véhiculées par les bosons d'interaction, comme ici. Là, j'ai mis V pour boson vecteur, mais c'est juste une façon de dénominer les bosons d'interaction. C'est une force qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques mathématiques que les forces dont on a parlé précédemment. C'est une force d'une nature totalement différente. Et ça, c'est le boson de Higgs. Et ce boson de Higgs, il est donc totalement essentiel au modèle standard et à l'interaction faible. Pour résumer, il est responsable du fait que l'interaction faible est à courte distance. Alors, la raison pour ça, c'est que le boson de Higgs donne une masse au boson W et Z, les bosons d'interaction de l'interaction faible, alors qu'il n'en donne pas aux gluons et aux photons. D'accord ? Ça, c'est un élément très important. Et il permet aux fermions d'avoir une masse. Donc ça, ce sont deux prédictions extrêmement importantes du boson de Higgs. Néanmoins, il faut faire très attention, c'est un raccourci trop rapide que de penser que le boson de Higgs donne la masse. Donc, par exemple, que le boson de Higgs est responsable de notre masse à nous. Et contrairement aux autres interactions, comme on l'a dit, le boson de Higgs est un scalaire, et donc c'est une interaction tout à fait particulière. Son existence, elle explique quasiment tous les phénomènes, c'est vraiment une clé de voûte de tous les modèles mathématiques qui nous permettent d'expliquer la nature, mais son existence amène aussi des questions fondamentales. Je ne vais pas trop dans le détail de ces questions fondamentales, mais c'est amène des mystères nouveaux, comme le problème de l'imperméabilité. Son existence avec cette masse de 125 G amène des mystères tout à fait importants. Alors si je reviens un peu à la discussion de ce qu'est un nucléon, et je vous avais dit tout à l'heure qu'on pouvait les modéliser essentiellement par trois quarks. Alors le neutron, c'est un quark up et deux quarks down. Le proton, ce sont deux quarks up et un quark down. Eh bien, il est absolument critique pour la nature telle qu'elle est que le neutron et le proton ont une masse très proche. En réalité, du point de vue de l'interaction faible ou du point de vue de l'interaction forte, ce sont exactement la même particule, d'accord, à une petite différence près, qui est la petite différence de masse entre elles. Pour l'interaction électromagnétique, ce n'est pas le cas. Le proton, évidemment, a une charge, et le neutron n'a pas de charge. Alors, il y a un fait très important. Si la différence de masse entre un neutron et un proton n'était pas scalaire,
si par exemple elle est plus grande que 2 mégaélectronvolts sur 1 gigaélectronvolt, c'est-à-dire à peu près une différence de masse de 1 pour 1000, si cette différence n'existait pas et n'était pas aussi petite, évidemment, tout l'univers, toute la nature ne serait pas stable telle qu'elle est. Eh bien, cette différence de masse, elle est essentiellement due uniquement au boson de Higgs. Si on prend le neutron et le proton, eh bien 95% de leur masse ne vient pas du boson de Higgs, mais vient uniquement de l'interaction forte. Donc ça, c'est le concept sur lequel il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que le boson de Higgs ne donne pas de la masse au proton et au neutron, il donne la masse au quark. Et la différence de masse entre le proton et le neutron, elle est due essentiellement au mécanisme de Higgs, puisque la différence de masse entre le proton et le neutron sont essentiellement les différences de masse entre les quarks 1 et les quarks d'arbre. Et donc oui, à nouveau, là, je voulais juste souligner le fait que vraiment, si les masses étaient vraiment légèrement différentes ou bien différentes, eh bien, l'univers serait complètement. Alors, comment revenir au fait que le boson de Higgs a un impact et est présent dans tout l'univers? Eh bien, il y a un impact potentiellement très important aussi sur la cosmologie. Alors la cosmologie, qu'est-ce que c'est? Alors on en parle beaucoup maintenant, mais la cosmologie, c'est un domaine de la physique qui est né le siècle dernier, d'accord? Et c'est l'étude de l'univers dans son ensemble. Donc je vous ai déjà montré que le phénomène de Higgs, ça peut être interprété comme un superconducteur pour tout l'univers. La cosmologie, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble. Alors l'idée que l'univers, en fait, n'est pas juste constant et immuable, est venue aussi avec l'idée des observations de Hubble, et naît aussi l'idée de la possibilité d'un Big Bang, et ça, cette idée est née en 1922, et a été corroborée, l'hypothèse d'un Big Bang, par l'observation du fond cosmologique fossile. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour que la théorie du Big Bang marche, on a besoin d'une période qui est une période d'inflation de l'univers, et où l'univers s'étend de façon extrêmement rapide. Et pour comprendre comment cette inflation a pu avoir lieu, eh bien, une des explications possibles, c'est que le boson de Higgs en soit responsable. Donc ça, c'est un lien que je voulais faire. Alors, et pour conclure, donc, le boson de Higgs pourrait apporter des éléments de réponse non seulement à la nature, aux échelles de l'univers, mais aux échelles aussi infiniment grandes. Alors je vais passer maintenant à la partie sur sa découverte, et je vais vous parler un petit peu du LHC. Et le LHC, c'est donc la machine sur laquelle on travaille. Et ici, vous avez une illustration du tunnel qui se trouve à peu près 100 mètres sous terre, et mesure 27 km de périmètre. Et vous voyez ici, en fond, le Mont Blanc, le lac Léman. Le LHC est à cheval sur la France, qui se trouve de ce côté-là de la maison, et la Suisse qui est de l'autre côté. Et sur ce parcours, il y a essentiellement 4 expériences principales. Atlas, dont je vais parler initialement, CMS, LHCb et ELIS. Alors, ce tunnel qui est illustré ici en surface, évidemment, se trouve à 100 mètres sous terre. La partie la plus profonde est à 175 mètres. Alors, je vais vous montrer un tout petit film, qui va marcher, pour vous montrer comment marche le LHC. Alors, comment est-ce qu'on va amener des protons à très haute énergie? Est-ce que j'arrive à... Alors ici, vous avez une petite vidéo qui vous montre... Voilà, on va zoomer sur le CERN. D'accord. Alors ça, ce sont à nouveau... Ah, je ne mets plus la souris. Pardon. Voilà. Alors on reprend. Donc vous avez ici le CERN qui est à cheval entre la France et la Suisse, entre la métropole et la Suisse. Et donc pour amener les particules que l'on accélère au LHC, qui sont des protons, eh bien on part d'une bouteille d'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est évidemment 2 hydrogènes. Un hydrogène, c'est un proton et un électron. On va enlever les électrons de l'hydrogène et on va pouvoir accélérer les protons résultants. On les injecte et on a toute une série, tout d'abord dans un vieux plasmatron, on les injecte dans un premier accélérateur
linéaires, illustrés ici, voilà, avec des qualités radiofréquences. Voilà. Ils sont accélérés et ils sont envoyés dans un booster qui est un synchrotron à protons. Ce booster va ensuite les injecter dans un autre accélérateur qu'on appelle le proton-synchrotron pour arriver à une énergie supérieure. Et enfin, ce proton-synchrotron va injecter des protons qui vont arriver dans le superproton-synchrotron qui va amener ces protons à une énergie encore supérieure, 450 J, je vous décrirai ces ordres de grandeur dans une seconde, avant de les injecter enfin dans l'accélérateur principal qui est le LHC. Et là vous voyez une image du LHC et je vais vous en parler d'ici une seconde. Alors le LHC c'est une merveille technologique et les tout débuts du LHC en fait ont commencé en 1977. 1977 évidemment c'est presque il y a 50 ans. En partant des premières idées, des premiers concepts de ce projet, c'était en 1977. Aussi, je vous ai mis quelques éléments, quelques bornes très très importantes qui ont été passées jusqu'au début des opérations des LHC. Le début des opérations des LHC, c'est 2008. Donc vous voyez qu'entre 1977 et 2008, il y a 30 ans. Il y a 30 ans de conception, de dessin, de tests et de construction non seulement de LHC, mais des expériences. Et je vais essayer de vous montrer comme la découverte de Louise est réellement liée à une aventure gigantesque humaine pour une construction d'un projet absolument titanesque. Et depuis 2009, eh bien, on a eu 13 années d'opération très réussies et de résultats fondamentaux. Alors ici, c'est un des éléments, on est passé très rapidement, on les a vus dans le petit film, ces éléments bleus, ce sont des éléments, des aimants. Et bien des aimants, on en a à peu près 10 000 pratiquement, surtout le LHC. Sur tous ces 27 km, on a 10 000 éléments qui créent un champ magnétique de types différents. Parmi ces 9 320 éléments environ, on a 1200 dipôles. Et ces 1200 dipôles développent un champ magnétique de 8 Tesla, qui est un champ énorme, qui requiert donc des aimants qui sont supraconducteurs. Ces aimants supraconducteurs utilisent un courant de 11,4 000 ampères. Ces aimants, pour être supraconducteurs, doivent être refroidis à une température où l'hélium 4 est superfluide, donc ce sont des éléments supraconducteurs qui sont baignés dans un bain d'hélium qui est superfluide à une température de 1,8 Kelvin. Et dans les tubes dans lesquels les faisceaux circulent, on doit faire évidemment le vide, il ne faut pas que les faisceaux interagissent avec les particules de gaz qui peuvent être dans le tube, et donc on a un vide qui est assez poussé, de 10-11 millibars, dans un volume de 15 000 m3, qui correspond pratiquement à une cathédrale. Donc ça, ce sont des éléments gigantesques, ça veut dire qu'on a au CERN toute une division qui s'occupe des aimants, qui s'occupe du froid, de la cryogénie, qui s'occupe du vide, et qui s'occupe aussi des faisceaux. Les faisceaux, ce ne sont pas des faisceaux continus de protons, ce sont des faisceaux qui sont des trains de différents wagons de protons. Et chaque wagon a environ 100 milliards de protons. Alors tout ce système que je vous ai montré, eh bien, correspond en fait à accélérer les protons à une énergie qui est une énergie de 6,8 téraélectronvolts. Et si on prend un proton, 6,8 téraélectronvolts, ça correspond à l'énergie cinétique d'un moustique. Alors ça paraît dérisoire, mais si vous prenez 2800 wagons dans un train d'un faisceau, c'est-à-dire 2800 wagons avec 100 milliards de moustiques dedans, et que vous les accélérez à l'énergie cinétique d'un moustique en vol, et bien vous obtenez un train, mais un véritable train, l'énergie d'un train, c'est à 350 mégajoules, et les faisceaux qui circulent dans le LHC ont l'énergie cinétique d'un TGV qui roule à 150 km/h. Donc vous imaginez les dégâts qu'on aurait si ce vaisseau était perdu dans le LHC. Et l'intensité électrique à laquelle correspondent ces courants, c'est pratiquement un point. Alors si vous voulez avoir une illustration de ce qui se passe quand les faisceaux ne touchent pas mais approchent juste les éléments d'écran des tubes à vide du faisceau, vous voyez ici un sillon qui a été créé par un faisceau qui s'est juste à peine approché de cet écran. Ce sont ces faisceaux de 350 mégajoules. Mais si on pense à l'énergie qui est stockée dans les aimants, eh bien par le courant qu'on doit injecter dans ces aimants, l'énergie est gigantesque, elle correspond à environ 11 gigajoules,
ce qui est suffisant à faire fondre 15 tonnes de pluie. Alors ici, je vous ajoute aussi quelques petites photos qui vous montrent comment on a descendu les éléments, chacun des éléments du LHC, un par un, dans ces puits qui sont gigantesques. Alors, l'expérience Atlas, que je vous ai décrit précédemment, et bien, la voici. Vous voyez que il y a tout un tas d'éléments complexes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment marche l'expérience, mais tous ces éléments permettent de mesurer les particules avec une très grande précision. Dans la partie externe du détecteur, par exemple, que vous voyez ici, tous ces détecteurs mesurent les particules avec une précision pratiquement de 50 microns, c'est-à-dire la fraction d'un cheveu. Et si vous vous concentrez un peu, vous verrez que ici sont représentées en dimension réelle 2 personnes qui sont sur cette expérience, ici. Et ce qui fait que cette expérience ici a une longueur de 44 mètres par 25 mètres de hauteur. Donc c'est colossal comme construction, et c'est nécessaire pour pouvoir mesurer les interactions à très haute énergie qui ont lieu ici au centre. Vous imaginez qu'ici on a des protons qui circulent dans une direction et les protons qui circulent dans la direction opposée, ils vont se rencontrer au centre. Ces wagons vont se rencontrer, et chaque fois que ces wagons se rencontrent, on aura des collisions entre protons, et ces collisions entre protons vont être mesurées ensuite dans l'expérience. Alors, on a le poids total de l'expérience, c'est 7000 tonnes, ce qui correspond à peu près à la poids de Eiffel. Et le nombre de canaux électroniques que l'on doit lire, c'est à peu près 100 millions pour Atlas. C'est juste une petite question, je suis désolé. Non, l'accélération, pour avoir l'accélération, ça se fait en un seul tour de l'anneau ou alors en plusieurs tours? Alors, il y a une partie de rang d'accélération qui dure un temps assez court. Mais ce n'est pas immédiat, ce n'est pas un seul tour. Et je veux dire, c'est sur un tour seulement? Non, les faisceaux sont injectés. Ils sont injectés à une énergie de 450 G. Ensuite, on va appliquer des champs, on va les faire passer dans des cavités pour les accélérer. Cette opération est assez courte. Ils vont arriver à une énergie de 6,8 R, et là, on va les conserver pendant des heures. Donc, ils sont circulaires, et ces wagons vont rentrer en collision, et on va accumuler les collisions pendant des heures. Alors ici, vous avez une expérience CMS qui est tout à fait semblable à Atlas, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Je vais vous montrer quelques photos de Atlas pendant sa construction. Ici, vous avez la partie vraiment externe, vous avez aussi une personne ici, donc vous pouvez voir les dimensions que ça a. Et à l'intérieur, la partie interne du détecteur qui a été poussée ensuite en ce centre. Vous avez aussi une photo ici de CMS. Alors pour vous donner une idée du temps, de l'échelle temporelle du projet, vous voyez ici l'année 2011, c'est-à-dire à peu près 2 ans après le démarrage des opérations du LHC. Et 2011, c'est l'année où on a vraiment commencé à prendre des données de façon plus importante, plus conséquente. Et vous voyez qu'on a des périodes longues d'opérations pendant lesquelles on a des collisions, ici 2 ans, ensuite une période de 2 ans pendant laquelle on arrête l'accélérateur, on fait des réparations, on fait de la maintenance, mais aussi on fait des changements à l'expérience pour l'améliorer et la préparer à prendre plus de données. Et si vous voyez une période qui est assez longue, ici de 4 ans, c'est ce qu'on appelle le deuxième run du LHC, qui nous amène en 2019. Et là, cet ensemble d'opérations entre 2011-2012 et de 2015 à 2018, c'est la période pendant laquelle on a accumulé les données. Alors, depuis, entre 2019, 2020 et 2021, on a arrêté à nouveau la machine, et cette année, en 2022, on a repris les opérations. Et donc la machine, en ce moment, est en train de tourner, et on produit des collisions intéressantes. On est passé à une énergie de 13 TeV dans son centre de masse, c'est-à-dire une énergie de 6,5 TeV par proton, à une énergie de 6,8 TeV par proton. On a augmenté un petit peu l'énergie, mais juste un petit. Ce qu'il faut noter, c'est que la quantité de données qu'on a accumulées pendant cette période, elle ne correspond qu'à 5% des données qu'on veut accumuler dans tout le projet LHC. Et donc si vous voyez ici, en démarrant en 2009 jusqu'à présent, on a déjà pratiquement 13 ans d'opération, 13 ans de données. Mais si on regarde l'échelle temporelle du projet tout entier, on a encore 20 ans devant nous, durant lesquels on va accumuler des données. Et donc la question évidente de nous poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans cette période-là, vu qu'on a déjà découvert nos données. Alors, je vais vous montrer aussi un autre petit film, j'espère que ça va marcher aussi.
vous explique un petit peu comment on passe des collisions. Alors ici, on reprend le tunnel du LHC avec des protons qui circulent dans des sens opposés. Là, notre expérience concurrente CMS, des collisions qui ont lieu au centre du détecteur. Alors vous voyez, on a différents détecteurs. Alors ici, on a des protons qui circulent en sens inverse, on peut les illustrer. Les différents détecteurs qui sont tout au long du LHC. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe pendant ces collisions. Alors, on a les collisions. Oups. Les collisions, c'est de l'ordre de plusieurs milliers, ou je suppose que c'est pas une... Alors, je viens tout de suite. Voilà, je vais là. Je viens tout de suite. Voilà, je vais là. Donc, on a des collisions. Ah! Désolé, voilà. Là. Alors, les collisions, ça nous dit d'accord. Combien on a? Très bonne question. Les trains de faisceaux que l'on a, les trains de wagons, les wagons sont séparés par 7 mètres. 7 mètres, il faut penser que les protons à ces énergies, ils circulent à la vitesse de la lumière, essentiellement. À très peu de choses près. Évidemment, pas exactement à la vitesse de la lumière, mais à très peu de choses près à la vitesse de la lumière. 7 mètres à la vitesse de la lumière, ça fait à peu près 25 nanosecondes. 25 nanosecondes, ça fait 40 MHz. 40 MHz, ça veut dire 40 millions de fois par seconde, ces wagons vont se rencontrer au centre du détecteur. D'accord? Et chaque fois que ces wagons vont se rencontrer au centre du détecteur, eh bien, on aura à peu près entre 40 et 60 collisions entre protons. D'accord? Alors évidemment, c'est pour ça que je voulais illustrer ça avec ce petit film. Évidemment, prendre ces données en ayant une centaine de millions de canaux d'électronique, c'est un défi majeur technologique. Alors ici, je vais continuer, je vais essayer de faire de l'étude. Alors quand on a des collisions, vous voyez, ça donne lieu à énormément de traces dans le détecteur. Donc toutes ces traces sont des particules qui vont voler dans le détecteur et qu'on va essayer de détecter et qu'on va essayer de mesurer. Alors évidemment, ce que l'on voit, c'est exactement comme une image photographique. On a des pixels, on a des signaux électroniques dans les pixels. Il faut interpréter ces signaux, leur mettre une couleur et essayer de reconstruire à chaque une photographie de ce qui est observé par les photos qui ont été reçues dans une caméra vidéo avec un capteur avec des pixels. Sur un détecteur, c'est prendre les signaux électroniques qui ont été enregistrés par le passage des particules et reconstruire l'image de l'événement qui s'est passé sous les signes. Alors ici, je vais passer rapidement, mais ça veut dire énormément de signaux électroniques qui sont envoyés à partir du détecteur dans un premier système. Ce système, c'est un système... Ouais, alors je sais pas tout synchroniser. Le premier système est un système de déclenchement. C'est un système où on filtre les éléments. La raison pour laquelle on doit filtrer les éléments, c'est que 40 millions d'éléments par seconde, c'est beaucoup trop. Il faut qu'on les filtre. Et ces filtres sont faits de façon électronique. Donc on doit élaborer les cartes électroniques qui vont faire une décision très très rapide pour choisir les éléments qui nous intéressent. Et les autres, on ne va pas les utiliser. Voilà. Je vais essayer à nouveau de ne pas me tromper cette fois-ci. Donc ces signaux sont traités électroniquement et vont déclencher uniquement sur un certain type d'événements. Ces événements ensuite vont passer à un autre niveau de sélection qui n'est plus électronique mais informatique. D'accord ? Ils sont passés donc et ensuite tous ces événements sont passés à une ferme, qu'on appelle une ferme, c'est un ensemble d'ordinateurs sur lesquels ils vont être traités. Voilà, ici on a un centre de calcul. Ils vont être traités et reconstruits. Donc c'est là qu'on va faire tous les éléments de reconstruction entre les signaux électroniques et l'élément sous-jacent, et on va ensuite les stocker dans des centres très, très, très importants. Je vais donner les chiffres aussi une seconde. Alors évidemment, ces données qui sont d'abord reconstruites au CERN, ensuite sont dispatchées, et on utilise une grille de calcul qui est gigantesque. Alors les centres principaux dans lesquels on travaille, c'est Genève et Budapest, et là vous voyez qu'on a une grille de calcul qui couvre le monde entier. Alors, pour donner les chiffres, tout d'abord, un événement, c'est quoi? C'est le croisement de deux wagons
et c'est 2 wagons de protons. Et ce croisement de 2 wagons de protons, c'est à chaque fois à peu près 1,5 mégabytes. Alors 1,5 mégabytes, c'est pas peu, et ça correspond à ces 100 millions de canaux électroniques qui ont été lus. Néanmoins, c'est un défi gigantesque, c'est 1,5 millions de mégabytes. On ne peut en garder qu'à peu près 1000 par seconde, alors qu'on en produit 40 millions par seconde. Vous voyez le facteur de déclenchement. Et c'est un défi informatique majeur. Ces 1000 événements, même si ça paraît peu par seconde, eh bien ça correspond à une nécessité en termes de stockage de 1000 pétabytes. Alors 1000 pétabytes, ça correspond à peu près à 10 millions de téléphones portables de 128 gigabytes. On a besoin de ça pour pouvoir stocker toutes ces données et les analyser. Ensuite, quand on parlait de grille de calcul, eh bien, la grille de calcul comprend à peu près 1 million de cœurs, ne serait-ce que pour l'expérience inverse. 1 million de cœurs, 1 million de microprocesseurs qui travaillent en parallèle pour processer les données que l'on a. Et enfin, c'est un défi gigantesque de traitement des données, un défi gigantesque aussi d'analyse des données, mais c'est aussi un benchmark, c'est aussi l'endroit idéal pour appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle, et c'est ce que l'on fait au CERN. Voilà, donc je vais aussi vous montrer maintenant comment on passe de la partie de reconstruire les données à l'analyse des données. Alors là j'ai un autre film, mais ça va être encore un désastre. Je vais essayer. Alors, voilà. Alors, pour vous donner une idée de ce qui se passe dans la reconstruction des données, vous pouvez imaginer que le signal qui est reçu dans le détecteur, ce sont un ensemble de points qui sont dans l'espace. Il faut savoir exactement où ces signaux électroniques ont été pris. Et par tous ces points, donc on a un nuage de points, par tous ces points, on essaie de reconstruire précisément des trajectoires de particules. Et là, vous voyez le nombre de particules qui ont été générées dans chaque événement. Et le travail de notre travail expérimentateur, c'est de reconstruire ces particules, et à partir de ces particules, reconstruire certaines particules un petit peu plus spéciales que les autres. Et vous les voyez ici, elles sont mises en évidence en rouge. Ces particules, ici, pourraient signaler des particules plus énergétiques. Et c'est à partir de ces particules qu'on reconstruit qu'on peut observer des signaux qui sont plus spécifiques, comme la présence d'un boson de Higgs. Alors ici, cet événement-là, c'est un événement qui représente de façon caractéristique un boson de Higgs. C'est le boson de Higgs qui se désintègre en 2 bosons vecteurs, et chacun de ces bosons se désintègre en 2 particules très caractéristiques qui sont des muons, et on peut les reconnaître de façon assez facile dans notre détecteur, et on les reconstruit ici. Donc ici, c'est un événement qui est tout à fait caractéristique d'un boson de Higgs. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on a évidemment beaucoup de ces collisions, vous voyez ici au centre. On collectionne toutes les données, et vous voyez ici, de façon très rapide, on fait le spectre en énergie, en réalité en masse, d'accord, mais à nouveau, on peut faire une relation entre la masse et l'énergie. Et vous voyez ici donc, le spectre en masse des éléments reconstruits. Alors ici, à droite, ce sont vraiment les éléments typiquement caractéristiques de ces 4 particules qu'on a vues précédemment. Et là, vous voyez qu'il y a une anomalie qui apparaît, ici par rapport, donc, dans les données qui sont ces points avec les barres d'erreur, par rapport au bruit de fond qui est attendu ici en rouge. On voit qu'on a une anomalie qui apparaît ici. De la même façon, dans ce diagramme qui représente la reconstruction de 2 particules sur 2 photons, on voit aussi une anomalie ici apparaître, et ça, c'est la présence d'un boson de Higgs. Ah Désolé. C'est un peu sur vite. Voilà. Et je vais essayer de l'arrêter au bon moment. Voilà. Là, ça a été un peu rapide. Et vous voyez, on a un bruit de fond gigantesque ici sur cette analyse, mais on voit quand même une déviation qui est très claire par rapport au bruit de fond qui est ici caractérisé par la ligne bleue. Et ici, on voit une anomalie très claire. Alors ici, c'est la même masse, la même énergie, si vous voulez, 125 gigaélectronvolts. Et c'est la caractéristique, ce qui nous a permis de découvrir le boson de Higgs en 2010. Ah, ça c'est un des canaux, donc, que je vais couper ici une seconde. Et ici, c'est le deuxième canal.
où on voit le boson de Higgs apparaître. Alors pour être un petit peu plus quantitatif, ça c'est la découverte. La découverte, elle a été absolument beaucoup plus rapide que ce que l'on imaginait. L'été 2011, c'est l'été où on a commencé à vraiment prendre des données de façon plus importante, et la découverte a été faite essentiellement à l'été 2012. Alors ça c'est ici. Ici, vous voyez ici les pics. Vous voyez les pics que je vous ai présentés précédemment, on peut les réinterpréter et les voir ici de façon tout à fait évidente, et grandir avec le temps, exactement comme anciennement pour une découverte. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, j'ai pris déjà énormément de temps. Et en un an, la découverte a été faite. Et le boson de Higgs existe à une masse 120 chandelles. Alors je vais passer très rapidement sur les canaux de découverte et vous montrer à quoi correspondent une image de ces éléments qui ont été reconstruits ici. Alors, vous avez ici deux photons. Alors vous voyez ici, ça c'est un événement très caractéristique que vous avez vu précédemment dans la petite animation. La boson de Higgs qui se désintègre en deux photons. Alors ça, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais essentiellement, dans les collisions de deux photons, ce ne sont pas les photons qui rentrent en collision, ce sont les éléments du photon qui rentrent en collision. Donc ici, par exemple, deux gluons qui rentrent en collision et qui vont former un boson de Higgs à partir du truchement d'un quark top ici. Et ce boson de Higgs va se désintégrer en deux photons, et pour se désintégrer en deux photons, il va passer par un boson W. Alors ça, c'est un canal extrêmement intéressant, parce que justement, il utilise des particules intermédiaires, mais de façon indirecte par ces schémas en boucle. Alors ça, c'est un des résultats absolument fondamentaux du Ronin. Et ici, vous avez donc, le pic qu'on a vu précédemment. Ici, un autre élément caractéristique avec ces quatre particules qu'on a reconstruites et qui correspondent à deux bosons vecteurs. Alors ici, vous avez deux particules qui sont des muons, comme on l'avait vu précédemment, ou deux électrons ici. Vous voyez le pic qui a été formé. Donc ça, c'est un signal qui est absolument clair. Et enfin, un deuxième canal qui est plus compliqué, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, où on a deux bosons vecteurs qui sont des bosons W. Et ici, vous voyez un événement très caractéristique de ce type d'interaction. Alors ici, vous avez une photo de la découverte en 2012. Alors, je cherchais Laurent, mais je l'ai trouvé sur la photo. Il m'a dit qu'il avait une réunion à la direction des trois. Moi, je suis là. Évidemment, c'était présenté par Fabiola Gianotti, qui était la porte-parole de l'expérience Atlas, le 4 juillet 2012. Et ici, vous avez Joe Caldera, qui est le porte-parole de l'expérience CMS. Alors, je crois vraiment ce moment-là est un moment très important, parce que notre travail d'expérimentateur était vraiment un travail où on ne devait pas croire ce qu'on observait. Donc le travail était tout le temps d'essayer de remettre en question nos observations, de se poser la question pourquoi est-ce qu'on observe ça? Est-ce que réellement ce qu'on observe est correct? Est-ce qu'on n'a pas une erreur de mesure quelque part? Et on a passé essentiellement un an et demi juste à penser à où on pouvait avoir raté quelque chose. Et jusqu'à ce jour-là, jusqu'au 4 juillet, moi je me souviens très bien, on ne discutait que des problèmes potentiels qu'avait cette mesure. Et ce n'est que ce jour-là que Rolf Euler, ici, qui était le directeur général du CERN, à la fin de ce séminaire, a dit « I think we have it ». Et ça, c'était vraiment un élément déclencheur. Et là, c'est le moment où je crois que j'ai commencé réellement à penser qu'effectivement, elle était la. Alors depuis, c'était un des éléments de ce séminaire, mais je vais essayer de parler plus des éléments fondateurs de la découverte et des éléments fondamentaux de la physique du boson de Higgs. Mais depuis, on a fait énormément de choses. Alors ça, c'était au run 1, donc rappelez-vous, 2012, d'accord. On a eu le run 2 qui était plus long. Durant le run 2, on a pris à peu près 5 fois la quantité de données qu'on avait au run 1, et ça nous a permis de faire des observations sur le boson de Higgs qui était beaucoup plus précises. En particulier, pour la découverte, vous avez vu que le boson de Higgs ne se couplait qu'au boson vecteur, les bosons d'interaction. Et bien en run 2, on a pu observer que le boson de Higgs se couple aussi aux particules de matière. Alors ici, vous avez le taux, un élément caractéristique. Ici, vous avez le quark P. Et enfin, vous avez le quark top. Et ça, ce sont les particules de matière qui sont les plus lourdes. Alors pourquoi on observe? Oui. J'essaye de recoller un petit peu tout ce que vous dites. Je ne suis pas du tout une spécialiste en
physique, mais vous cherchez quoi? Ah, mais je vais y venir. Alors, je vais y venir. Donc ici, d'abord, ce qu'on cherchait, c'était le boson de Higgs, la particule qui est responsable de la masse des autres particules. Et c'est ce qu'on a découvert. C'est ce qu'on a observé. Donc je vous ai montré. Mais comment, en fait, comment vous avez su que c'était ça, après le fait que vous dites qu'il y avait un fond et puis il y a eu une différence là, mais comment vous avez su que c'est ça? Je vous montre une image, j'essaie d'en la trouver, mais en fait, je ne sais pas comment. C'est bien, c'est bien. Donc j'ai essayé de vous expliquer comment notre expérience prend ces collisions de protons. Ces collisions de protons sont à très haute énergie. Ces très hautes énergies nous permettent d'atteindre les énergies nécessaires pour créer de la matière nouvelle, comme le boson de Higgs. Et en atteignant ces énergies très importantes, on a pu créer le boson de Higgs, qui sinon ne peut pas être observé dans la nature parce qu'il y a une masse très très importante. Et donc, ce boson de Higgs, ensuite, il se désintègre immédiatement par ses interactions avec les bosons de jauge, les bosons d'interaction ou des particules de matière. Et ce sont ces particules-là qu'ensuite on va observer. Et on arrive à remonter le boson de Higgs. Vous l'avez créé alors le boson de Higgs? On a créé le boson de Higgs. Oui, on l'a créé, oui, c'est ça. Absolument. Puisqu'on l'a créé, on a mis en évidence. Alors, on a pris la particule de Dieu. On crée ces particules. Les champs électromagnétiques qui font créer ça. Est-ce que c'est pas néfaste pour tout ce qui est en surface, tout ce qui est autour, mais les joueurs qui travaillent dans les... Non, c'est protégé. Non, en fait, non, la création, donc les interactions, c'est beaucoup d'énergie, mais chaque fois que les wagons se rencontrent, il n'y a que 60 interactions. Donc l'énergie totale n'est pas très grande, c'est quelques moustiques, c'est une soixantaine de moustiques. Donc l'énergie qui est créée là est suffisante pour créer un boson de Higgs. Un boson de Higgs, c'est 165 fois la masse d'un proton et d'un neutron, 125 gigaélectronvolts, et ça n'est pas néfaste, c'est que l'énergie. Par contre, toute l'énergie qui est stockée dans la machine, c'est une énergie gigantesque, ou dans le faisceau. Et donc ça, il faut le contrôler. Il faut le contrôler, mais s'il y a un accident, ce qui est arrivé, eh bien, quand même, le fait qu'on est à 100, entre 100 et 150 mètres sous terre, eh bien, on n'a pas de problème. Et personne n'est autorisé à être dans l'accélérateur pendant qu'il marche. Oui. Oui, essentiellement, oui. C'est exactement ça. C'est un des éléments essentiels de l'HT. Le programme de physique de l'HT est beaucoup plus large que seulement le boson de Higgs, mais c'était un des éléments essentiels du programme de physique de l'HT. Alors là, effectivement, je pense que c'est un peu trop compliqué. Donc je vais passer très rapidement. Mais toutes ces signatures... Du coup, donc vous créez de la matière. Vous créez de la matière. On crée de la matière. Est-ce que c'est pour ça qu'il est appelé aussi la particule? C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Ah, mais non, j'ai pas... Non. Terminez d'abord. D'accord, mais je vais répondre rapidement. La particule, on l'a appelé la particule de Dieu. C'est une animation qui a été dérivée du fait que Léon Lederman, qui était la de physique, l'a appelé the Golden Particle initialement. Ça a été changé, d'accord. Et bon, c'est resté, mais non, ce n'est pas parce qu'on crée de la matière que c'est la particule de Dieu. Alors, oui, alors ici, ces événements sont aussi caractéristiques, si vous voulez, je pourrais revenir en vous en expliquer plus. Ces événements sont caractéristiques pour le couplage du boson de Higgs à lui-même. D'accord ? Et là aussi, on fait des progrès. Et ça, c'est un des buts fondamentaux du LHC maintenant, c'est-à-dire d'aller mesurer les couplages du boson de Higgs au-delà des bosons d'interaction et des fermions de matière, d'aller mesurer le couplage du boson de Higgs à lui-même.
et je suis pratiquement à la fin. Donc la découverte du boson de Higgs par les canaux de bosons d'interaction, c'est le fait que le boson de Higgs soit responsable de la masse de ces bosons, c'est ce qui a amené le prix Nobel de physique en 2013, c'est-à-dire une année après la découverte du boson de Higgs à François Englert et Peter Wilks. Mais l'observation directe du couplage du boson de Higgs au fermion, que l'on a observé au RON 2, donc après ça, donc, la question 10 années après la découverte du boson de Higgs, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mesuré les couplages du boson de Higgs au fermion, ce qui a permis de compléter tout le cadre théorique qu'on avait initialement. Et on a tout un tas de mesures extrêmement précises du boson de Higgs qui ont corroboré sa nature. Et la précision qu'on a atteinte est de l'ordre de 10%. Donc il y a encore énormément de travail pour essayer d'arriver à faire des mesures de couplage du boson de Higgs aux autres particules beaucoup plus précises. Un autre résultat très remarquable de LHC, dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on n'a pas observé de phénomène qui était différent de ce qu'on attendait dans le modèle standard. Et ça, c'est aussi un résultat extrêmement important du LHC. Alors pour résumer, ici vous voyez les masses des particules auxquelles le boson de Higgs peut se coupler. Donc ici vous avez le quark B, le lepton top, la particule top, le W, le Z, le W, le Z et le top, et ici le muon aussi. Et vous voyez ici que les couplages du boson de Higgs à ces particules sont précisément ceux qui sont attendus dans le modèle standard. Voilà, donc ils couplent, comme on pensait, au boson massif WZ, et alors comme la masse au carré, au fermion proportionnel à la masse. Évidemment, on aimerait en savoir plus, on aimerait savoir si le boson de Higgs se couple à lui-même. Et pourquoi c'était important, j'ai essayé de vous l'expliquer, mais j'ai peut-être été trop vite. Le couplage du boson de Higgs à lui-même nous explique comment le potentiel de Higgs est la forme du potentiel de Higgs. Est-ce que le potentiel de Higgs nous permet de nous dit que l'univers est stable ou non? Et donc c'est une mesure extrêmement importante. Et ça viendra, on l'espère, dans les 20 années à venir. Et donc la précision qu'on a obtenue jusqu'à présent sur le couplage de Higgs a été d'ordre de 8%. Je l'avais coupé, mais pour les je ne comprends pas. Et une première mesure sur les couplages du boson de Higgs à lui-même sont à peu près à 3 ou 4 fois le couplage attendu du modèle standard. Donc c'est une précision très faible, donc c'est 300 à 400%. Et si on regarde les précisions que l'on attend dans les 20 prochaines années, on devrait arriver de 8% à 1 à 2% de précision pour la fin du LHC, de 10 à 20% pour les fermions à 2 à 3%, et une précision pour le moment de 50%, ce qui est quand même très très important et nous permet de corroborer nos connaissances sur la stabilité de l'univers. Alors je vais sauter cette partie-là. Je pense qu'on a un peu débordé. Ouais. Les gens commencent à vouloir poser des questions. Oui, allez-y. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire beaucoup d'autres choses, mais je proposerais qu'on attaque les questions. Avec un peu de chance, certaines des questions vont aller sur les autres points. Qui ressemble. Oui, Il n'a pas fini. Et donc, je crois qu'il y a déjà une question. Il n'a pas fini. On va finir. Alors, pour conclure, Prenez votre temps. Prenez votre temps. pour conclure, ah, vous voyez les autres slides? Oui. Prenez tout votre temps. Laissez-le finir sa conférence. Ça veut dire que vous avez du temps. Hein. Oui. Ah oui, non, mais on a toute la nuit. On a la chance qu'il soit là. Voilà, c'est pas sûr. Un petit peu de temps. Je joue le méchant. Mais pourquoi Ah non, c'est très bien. On commence à comprendre. Ouais, alors, je vais y arriver. Voilà, ça y est. Alors, en fait, évidemment, la physique fondamentale s'intéresse à la question du pourquoi, pas juste l'existence des particules, mais pourquoi ces particules sont là. Et donc on revient au concept initial de réductionnisme.
Et il y a tout un tas de questions auxquelles le mécanisme de Higgs et le modèle standard ne répondent pas. J'ai parlé de la gravité. Le modèle standard n'inclut pas la gravité. Et on ne sait pas quelle est la théorie de la gravité aux échelles microscopiques ou aux échelles de temps. On ne sait pas pourquoi les particules ont les masses qu'elles ont. On sait pourquoi elles ont une masse, mais on ne sait pas pourquoi ces particules ont des masses très différentes. Alors si on regarde, si vous regardez la slide initiale où je vous ai montré les masses de ces particules, vous verriez que toutes les particules ont des masses extrêmement différentes, et on ne sait pas pourquoi ces masses sont différentes. Et ça, c'est une des questions à laquelle le boson de Higgs ne répond pas. Il répond seulement à la question pourquoi elles ont des masses. On ne sait pas pourquoi le proton et l'électron ont exactement la même charge, d'accord, mais c'est un élément essentiel auquel on a réfléchi, et une des réponses pour expliquer pourquoi les protons et les électrons ont une charge, c'est la grande l'unification des forces. Ça aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais le signaler. Et enfin, on ne sait pas pourquoi le potentiel de Higgs, donc cet élément essentiel qui a été introduit à la main, on ne sait pas pourquoi il est introduit, pour quelle raison on est obligé de l'introduire de façon élémentaire dans la théorie. On n'a pas de théorie comme la théorie Bardeen-Cooper-Schleifer, BCS, de la supraconductivité, qui nous explique de façon dynamique comment existe ce potentiel. Et enfin, on a tout un tas d'autres questions qui sont un petit peu plus compliquées. Si on regarde le moment dipolaire électrique du neutron, on n'a aucune idée de pourquoi il est réellement exactement égal à 0. Et ça n'est pas expliqué par les ondes. Donc il y a énormément de questions au-delà de l'existence des ondes auxquelles le LHC peut répondre. Enfin, une des questions fondamentales aussi, et vous avez tous entendu, vous en parler un petit peu, la matière ordinaire ne compose que 5% de l'univers. Vous savez qu'on a des observations extrêmement claires de l'existence d'une matière qui n'est pas lumineuse, que l'on ne voit pas, et qui compose à peu près 27% de l'univers. Alors ça vient d'évidences très claires de courbes de rotation de galaxies, de collisions d'amas de galaxies. Alors là, j'ai aussi une image de collisions d'amas de galaxies qui sont... Je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, mais si vous avez des questions, je vous expliquerai. Qui sont un signe extrêmement clair d'existence de matière sombre. Des simulations de formation de structures. Sans la matière sombre, on n'arriverait pas à former des structures qu'on observe dans l'univers. Et donc, ce sont des éléments extrêmement clairs d'existence de matière sombre. Et une des hypothèses possibles pour la matière sombre, c'est qu'elle est faite de particules possiblement élémentaires qu'on pourrait observer au LHC. C'est une des recherches qu'on a fait au LHC. Alors, il y a aussi une autre évidence très claire de l'existence de matière sombre, et ça, c'est des mesures des anisotropies du rayonnement fossile. Je reviens sur le rayonnement fossile. Et en regardant ces anisotropies, on peut aussi, avec un modèle cosmologique, de mettre en évidence l'existence de matière sombre, mais pas que. En regardant le fond cosmologique et en regardant les mesures précises de supernova distants, on montre que l'expansion de l'univers en fait, est accélérée. Et ça nécessite l'existence d'un autre composant de l'univers dont la nature ne connaît pas, qui est 68% de la composition linéaire. Et ça me rapporte à l'élément initial, qui est le boson de Higgs. Et en réalité, le boson de Higgs peut être une clé à la fois pour l'existence de la matière sombre, parce que la matière sombre, la seule chose qu'on sait de la matière sombre, c'est qu'elle a une masse, et le boson de Higgs, c'est ce qui lie les particules à leur masse. Et l'énergie sombre pourrait être expliquée aussi, en partie, au moins, par le boson de Higgs. Alors j'en viens à la conclusion. La conclusion, c'est que le boson de Higgs est au centre de la plupart des grandes questions fondamentales de la physique. Et ça, c'était une découverte, une véritable révolution pour la physique. Il pourrait être à la fois une des clés de notre compréhension de la nature aux échelles microscopiques, mais j'espère que j'ai pu vous le montrer. C'est une clé de notre compréhension de la nature aux échelles macroscopiques. Et l'étude précise des propriétés du boson de Higgs est au cœur du programme scientifique du LHC, ça je vous l'ai dit, mais pas que.
Et pas que parce que les mesures précises, d'autres propriétés et les recherches directes d'autres phénomènes OLHC sont en cours. Et le boson de Higgs n'est pas que au centre, au cœur du programme du LHC, il est aussi au cœur des programmes des collisionneurs futurs, et je vais terminer là-dessus, en vous montrant les projets qu'on a au CERN de faire un accélérateur. Alors ici, vous voyez le LHC, les 27 km que je vous ai montré précédemment, et ici, vous avez le projet futur, qui est un accélérateur de 100 km, qu'on appelle le Future Circular Collider, et qui doit entourer, ici vous avez le Salève, donc vous connaissez la région, et donc on va contourner les montagnes pour faire un accélérateur de 100 km. Et je vais finir là-dessus. Je reviens à une diapo de tout à l'heure sur le couplage du boson de Higgs, et vous avez expliqué que d'ici les prochaines années, si j'ai bien compris, il va y avoir un affinement des résultats, de l'amplitude des résultats, et que ça allait permettre de confirmer ou d'infirmer la stabilité de l'univers. Moi, ce que je voulais savoir, c'est vous parlez de stabilité dans quel domaine? Alors, est-ce que c'est au niveau échange énergétique? Est-ce que c'est au niveau mouvement? De quelle stabilité vous parlez? Alors, très bonne question, merci. Je voulais la poser aussi. Alors, j'ai essayé de faire passer un message qui est un peu compliqué parce que il y a trois éléments ici, ce sont les couplages, comment le boson de Higgs interagit avec les autres particules. Et je vous ai effectivement dans ce schéma montré l'interaction de Higgs avec les fermions, les bosons d'interaction et avec lui-même. Et en réalité, l'interaction du boson de Higgs avec lui-même, c'est ce qui détermine cette forme, ce potentiel du chapeau mexicain. Le chapeau mexicain. C'est pas grave. Voilà. Ici, d'accord. Alors, l'image du chapeau mexicain, comment on peut se l'imaginer? Imaginez réellement une vallée, d'accord, et une sphère au sommet de cette vallée, le chapeau mexicain. Alors, il suffit d'une très légère instabilité, cette sphère va tomber naturellement, d'accord. Alors ça, c'est une vallée. Qu'est-ce qui fait que cette vallée existe? Et imaginez si la vallée, au lieu d'avoir un bord ici, elle tombait indéfiniment. D'accord? Qu'est-ce qui se passerait? C'est que cette sphère tomberait indéfiniment. Okay? Et si le potentiel de Higgs avait cette forme-là, c'est ce que ferait l'univers. Merci. Une question là qui parlait justement de la forme de ce champ. Quand vous parlez de l'inflation de l'univers, moi la question que je rajouterais, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer que cette force, enfin ce champ de Higgs soit apparu en fait? Ça c'est une excellente question. Et c'est une question ouverte. La théorie... Il y a des hypothèses ou c'est on n'a aucune hypothèse. On doit le mettre à la main. On parle du principe qu'il existe. C'est là où cette théorie est très différente de la théorie de la superconductivité, où le champ de Higgs, en fait, est formé de deux électrons qui se coupent pour former des paires de Cooper. D'accord. C'est pour ça que le vide, l'ensemble du superconducteur est chapeau électriquement. D'accord. Mais ici, on ne sait pas la nature du champ de Higgs. On doit le postuler. C'est une très bonne question. Juste pour savoir, votre diapo, elle va être quelque part en ligne qu'on puisse... Oui. Enfin, je crois. Oui, si tu nous les donnes, on les mettra sur le site. Je te les donne. Le site du compte direct, si vous avez pris les billets. Une question. Ouais. En fait, moi je voulais savoir, dans votre présentation du LHC, vous avez dit que le projet durait jusqu'à peu près 2040. Est-ce qu'on a une idée de
combien tout ça peut coûter? Il est très clair que ça coûte. C'est financier. C'est la recherche. Vous voulez que je réponde combien ça coûte? Oui, parce que le projet est énorme. Je vais commencer par combien ça coûte, ensuite comment c'est financé. C'est vous qui le financez. Et on a bien raison, encore une fois. Oui. C'est vous qui le financez. Le coût initial du projet est 5 milliards d'euros. C'est pas énorme, hein, par rapport à toutes les bêtises. Ensuite, le budget du CERN, le budget du CERN, c'est 1 milliard d'euros par an. Mais, évidemment, c'est un projet de recherche qui s'étend sur une cinquantaine d'années, n'est-ce pas? Donc, tout ce budget est à diviser dans différentes années. Et il emploie une dizaine de milliers de personnes au CERN et d'autres dizaines de milliers de plus. Bonsoir et merci pour votre présentation. J'ai deux petites questions en fait. La première, c'était pour reprendre un peu la question sur l'expansion de l'univers. J'ai la notion que l'expansion s'accélère. Est-ce que c'est aussi un concept que vous étudiez au LHC? Et la deuxième question concerne la première partie de votre exposé sur les particules. J'avais l'info, alors peut-être fausse, que sous l'échelle des quarks, il y avait une notion de corde. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Je vais essayer de vous éclairer là-dessus. Alors, pour commencer sur l'IF, sur l'accélération de l'expansion de l'univers, sur l'accélération de l'expansion de l'univers, on y travaille, c'est-à-dire la nature de l'énergie sombre. Il y a des signatures qu'on peut observer au LHC qui pourraient nous donner des indications sur la nature de l'énergie sombre. On le fait, alors évidemment, c'est des modèles spécifiques, hein, mais on pourrait avoir des indications sur cette question au LHC. Ensuite, pour la question des cordes, alors, attention, les cordes ne sont pas des particules, ne sont pas des éléments qui sont composants des quarks. C'est une autre interprétation, c'est une théorie qui va un peu plus loin que la théorie des champs quantiques relativistes. C'est une théorie qui représente des particules par vibration de cordes. C'est juste une théorie qui est différente, mais cette théorie, elle avait pour ambition, de pouvoir intégrer la gravité à l'échelle quantique. S'il vous plaît, j'avais plusieurs questions. En fait, la première, vous disiez tout à l'heure, on a créé de la matière, mais est-ce que vous l'avez réellement créée ou est-ce que plutôt vous n'avez pas mis le boson de Higgs à nu? Est-ce qu'il n'est pas finalement le constituant de cette soupe que vous avez dans les protons? C'est une magnifique question. Parce que exactement, la soupe qu'on a dans le proton, c'est en fait la structure du vide qui est dans le proton. Et effectivement, on peut penser aux interactions comme mettant à jour. Oula, là on a dépassé le temps. on peut interpréter une collision à faible énergie comme mettant en évidence une particule qui existe dans le vide. Donc le boson de Higgs, il est partout. Mais il est partout. Alors, le boson de Higgs, non, d'accord, mais le condensat de Higgs, oui. Pour pouvoir observer le boson de Higgs, il faut exciter quand même un peu le vide à une énergie suffisante pour le créer. J'avais une autre question, c'était sur les échelles d'énergie. Tout en bas de l'échelle, il y a des particules à énergie nulle, à masse nulle, et elles existent quand même. Ça, c'est choqué le monsieur. Mais pourtant, masse et énergie, vous disiez, c'est pas même. Mais, justement, c'est très important, les particules, d'accord, alors un photon par exemple, qui est masse nulle, il voyage toujours à la vitesse de la lumière, et quand il est créé, il a toujours une certaine énergie. Parce qu'on parle de masse à vitesse. Oui, merci de votre exposé. Oui. Alors, on m'entend bien? Oui. Merci, je vous en remercie. Je n'ai pas tout compris, hein, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre.
le monde entier des choses à apprendre. Je voulais avoir une petite précision concernant l'immunité du NHC vis-à-vis des rayons cosmiques qu'on ne connaît pas encore. On a découvert le boson de Higgs, on peut supposer qu'il existe des particules qu'on ne connaît pas encore et qui peut-être interagissent avec le NHC. Alors est-ce que le NHC a une immunité quand même suffisante? On sait par exemple que les neutrinos nous traversent un peu d'instant. Voilà, ça c'est la première question. La seconde, c'est rapportée au boson de Higgs. À l'intérieur du Soleil, on atteint des vitesses extraordinaires. On peut supposer aussi que le boson de Higgs est produit en grande quantité. Oui ou non? Alors, à l'intérieur du Soleil, non. Je réponds d'abord à votre question. À l'intérieur du Soleil, non. Les processus qui ont lieu, c'est des échelles que je vous ai montrées ici. À l'intérieur du Soleil, non, parce que les échelles qu'on atteint dans le Soleil, ce sont des échelles des interactions nucléaires de fusion, sont de l'ordre du même. On a besoin de ces énergies, de ces échelles d'énergie pour produire le besoin d'énergie. Seulement le LHC qui peut vous faire à l'heure actuelle. Donc j'ai pas tout compris. Non, vous avez compris beaucoup de choses. La deuxième question sur les rayons cosmiques, non, le LHC n'est pas immune aux rayons cosmiques, on les observe. Alors il est protégé par le terrestre, donc on en a beaucoup moins, okay, mais il n'est pas immune, on en a, c'est un bruit de fond, c'est un vrai bruit de fond, d'accord, et donc que l'on observe dans la LHC, il n'est pas immune, mais c'est un bruit de fond infime. Et attention, les rayons cosmiques, alors il y a des neutrinos dans les rayons cosmiques, mais ceux qui interagissent avec vous, ce sont typiquement, enfin, au niveau de l'atmosphère, ce sont des muons. Donc ces particules, des muons ici, ces particules-là. D'accord ? Ces muons sont des particules chargées, ce sont des particules donc ionisantes. D'accord ? Et ce rayonnement, vous avez à peu près 1 muon par seconde par centimètre carré qui vous traverse sur la surface de la Terre. Thérèse, oui, c'est là-bas. Donc oui, moi j'ai une question, c'était à propos de l'échelle de Planck. Vous avez dit qu'il n'y avait rien justement qui pouvait montrer la gravité, en fait, comment la retrouver. Et moi j'ai déjà entendu parler de ce qu'on appelle le graviton, et qui explique les ondes gravitationnelles, et on en a mesuré il n'y a pas longtemps que ça. Et donc je veux dire, qu'est-ce qu'il y a contre le graviton justement? Qu'est-ce qu'il y a contre le graviton? Contre la théorie du graviton. Contre la théorie maintenant. Donc, alors attention, le graviton, l'onde gravitationnelle, d'accord, c'est différent du graviton. Le graviton, c'est la particule associée à une onde gravitationnelle. Pour associer une particule à une onde, il faudrait avoir une puissance quantique que l'on n'a pas. Les ondes gravitationnelles ont été mises en évidence de façon très claire. Elles ont toutes les propriétés attendues des ondes gravitationnelles, mais ce ne sont pas en matière de gravitons, c'est-à-dire ce ne sont pas des quantas d'énergie d'ondes gravitationnelles. D'accord ? Ce sont des ondes. Si vous voulez, c'est la même différence qu'il y a entre un photon et une onde électromagnétique. J'ai une seconde question. Vous avez montré sur votre diaporama, à un moment où vous avez montré des particules que vous avez dites comme qui contenaient plus d'énergie. J'ai vu qu'elles étaient moins courbées, c'est un rapport. Ce que je veux dire, c'est pourquoi elles seraient moins courbées, enfin la courbure des particules quand elles justement rentrent en collision. Est-ce que c'est toujours dû au champ électromagnétique? Comment elles sont attirées? Alors là, bravo. Alors là, vous avez l'œil. Parce que, alors là, si vous faites une thèse, vous prenez chez nous, parce que... Absolument. Les particules plus énergétiques sont moins courbées parce qu'elles sont chargées. D'accord ? Et comme elles sont baignées dans un champ magnétique, leur courbe, leur rayon de courbure est proportionnel à leur énergie. D'accord. Absolument. Et j'ai encore une autre question. Cette fois-ci, les trajectoires. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que les particules du flot, quand elles sont justement, quand il y a l'impact, on peut détecter où est-ce qu'elles sont les particules avec des détecteurs fascinants, mais comment on arrive à déterminer les trajectoires? C'est tout simplement en prenant les différents points qu'on mesure, les signaux dans différents points, sachant où le point se trouve, d'accord, on a un détecteur qui
vous pouvez imaginer comme une caméra CCD, hein, un capteur. Vous savez où le pixel se trouve. Quand le pixel est allumé, vous pouvez dire que la particule est passée par là. Quand vous avez différents points, faites comme le petit pousseur. Vous suivez chacun des points et vous pouvez retracer la trajectoire de la particule. Et encore une dernière. Thérèse, question courte et réponse courte. Je ne peux pas lui sauter dessus. Non mais allez-y. Pourquoi on cherche justement à accélérer la particule le plus rapidement possible? Parce qu'on a par exemple un accélérateur de particules à Saint-Denis qui s'appelle le cyclotron. On n'a pas besoin justement d'accélérer les particules à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Donc pourquoi on a besoin vraiment de les accélérer plus vite et qu'est-ce que ça fait que la vitesse elle change? Alors ça, non mais merci de cette question parce que ça prouve que vraiment j'ai pas réussi à... C'est l'antithèse. L'énergie étant équivalente à la masse, on veut atteindre l'énergie la plus importante possible pour pouvoir créer des masses importantes. Et donc pour pouvoir voir le bouton de Higgs, on est obligé de très grandes énergies. Je vais juste vous poser la question, qu'est-ce qui vous a fait choisir des collisions de photons et pas des collisions de neutrons? Et est-ce que vous aurez pu mettre en évidence le boson de Higgs avec une collision de neutrons? Alors oui, alors la réponse est oui. Le proton et le neutron sont du point de vue de l'interaction coronale de la particule. La raison pour laquelle on utilise les neutrons. Les neutrons sont des particules qu'on arrive à piloter pas mal, mais accélérer c'est difficile. D'accord? C'est très difficile à accélérer parce qu'ils ne sont pas chargés. C'est pour ça qu'on utilise les Petite question sur la matière sombre. Vous avez tout à l'heure expliqué que on avait la preuve de l'existence de la matière sombre. Je voulais juste savoir si elle était de même nature que la preuve de l'existence du Big Bang, c'est-à-dire un genre de bruit. Non, pas du tout. Un genre de bruit. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. La matière sombre, on a la preuve de l'existence. On ne connaît pas sa nature. Le Big Bang, c'est une théorie. D'accord? C'est une théorie qui est corroborée par certaines observations, mais évidemment, l'observation directe du Big Bang, on n'a pas. L'observation de la matière sombre, on a été corroborée par beaucoup d'observations différentes. Vous avez la preuve de l'existence de la matière sombre? On a la preuve de l'existence de la matière sombre. Elle est faite de nature, c'est ça? Eh bien, la nature des preuves, elles sont la nature des preuves, elles sont toutes là. La nature de la matière sombre, on ne sait pas ce que c'est. Oui, ça je sais, mais la preuve de son existence. Oui, mais ce sont ces quatre preuves-là que j'ai énoncées tout à l'heure. Alors, justement, je vais rebondir là-dessus. Au début de votre présentation, vous avez parlé d'antimatière. Et à la fin de votre présentation, vous avez terminé sur la matière sombre. Est-ce que c'est la même chose? Pas du tout. Pas du tout. La nature de l'antimatière, on la connaît parfaitement. On la connaît parfaitement, on en crée. On peut produire des anti-électrons, des antiprotons, les mettre ensemble avec de l'anti-hydrogène. La matière sombre, on ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça qu'on l'appelle sombre, parce que je pense que alors moi, ma question, c'est lorsque le CERN aura abouti, que deviendra le LRC? Quand le CERN aura abouti. Quand on aura fini avec le LHC, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait du LHC? Qu'est-ce qu'on fait du LHC lorsque le CERN sera arrivé? D'accord. Ce que l'on espère, c'est que, comme je vous ai montré ici, ce qu'on espère, c'est de réutiliser les mêmes tunnels. Donc la machine, on pourra évidemment recycler toute une partie du matériel qu'on a, c'est gigantesque. On la retirera, on recyclera ce qu'on peut, et on réutilisera le LHC, et on y installera un accélérateur qui permettra d'injecter des particules dans le Big Bang.
Ah bah oui. Donc du coup, le but, ce sera que le terme, les particules iront encore plus vite. Alors, plus vite, c'est pas vraiment le mot, parce que la relativité dit que les particules vont pas plus vite. Là, elles sont déjà quasiment à la vitesse de lumière, et ce qu'elles auront, c'est plus d'énergie. Et justement, ça rebondit sur ma question. Justement, avec le SCC, c'était plutôt qu'est-ce qui pourrait, comme expérience ou autre, permettre de mettre en évidence les particules à l'échelle de Planck. Est-ce que le LCC fait partie de ça ou pas du tout? Alors, il faudrait, pour ça, que l'échelle de Planck ne soit pas là où elle est. Parce que l'échelle de Planck, elle se trouve, comme vous voyez ici, nous on est à l'échelle du terme, ici, c'est-à-dire 10 puissance 3 GeV. Il faut 16 ordres de grandeur de plus d'énergie. Ça, c'est évidemment strictement impossible dans la technologie qu'on a tout à fait pour arriver à l'échelle de Planck. En revanche, il y a un certain nombre de théories qui prédisent que l'échelle de Planck peut être abaissée avec des dimensions supplémentaires. Et ça, des signes de cette physique-là, on peut l'observer à l'échelle. Vous avez souligné que le boson de Higgs était à l'origine d'une force que vous avez qualifiée de très importante, très particulière. Est-ce qu'on pourrait envisager d'exploiter cette force, notamment pour la technologie, les avancées technologiques? Alors, je ne vais pas réellement répondre à cette question, parce que, en réalité, oui et non. D'accord. Alors, en fait, le boson de Higgs est un élément essentiel dans l'interaction faible. Donc, oui, utiliser l'interaction faible, on aimerait pouvoir le faire, faire de la fusion, d'accord. Mais, et donc, c'est un peu une réponse indirecte. Des véritables applications du boson de Higgs lui-même, on n'en a pas encore réellement. On va prendre encore juste une question, parce que je pense que Marumi va bientôt attendre 2 heures de parole à commencer à expliquer. On va en prendre pendant une petite dizaine de minutes. Donc, ici, non, alors je parle là-bas. Tout à l'heure, vous avez répondu pour la capacité de transporter et d'accélérer des neutrons dans le LHC. Donc là, on a un problème technologique pour l'accélérer. Est-ce que, même si, vu que ce n'est pas les mêmes proportions de quarks qui sont en jeu ici, est-ce que faire accélérer des neutrons plus tard avec une technologie un peu plus avancée, ou alors même accélérer des électrons, pourquoi pas, est-ce que ça pourrait permettre de trouver différentes particules de la même nature que le boson de Higgs, qui expliqueraient des phénomènes comme la gravité à des grandes échelles ou la genèse du Big Bang avec les différentes... Alors, les neutrons, non, parce que les neutrons sont exactement les mêmes particules que les protons. Et le problème, c'est que pour accélérer une particule, on a besoin qu'elle ait une charge, parce qu'on les accélère avec des champs électriques. Donc, le neutron, on peut le dévier avec son moment bipolaire magnétique. D'accord, le neutron, on peut le dévier, mais on ne peut pas l'accélérer ici. Les électrons, oui, les électrons ont une masse plus petite, et donc ils nous permettent d'avoir des éléments, si vous voulez, des conclusions d'électrons positrons. Évidemment, ça nous intéresse beaucoup. Ils sont d'une nature un petit peu différente, et donc effectivement, avec les électrons, on pourra avoir des phénomènes un petit peu différents. Mais, comme ils ont une masse beaucoup plus petite que celle des protons, en réalité, leur portée en énergie et en masse des particules qu'on peut créer sera différente. Moi j'ai une question. Quelles études vous a permis d'arriver ici? Elles ont été un peu énoncées. Alors, il y a plusieurs choix. Moi, j'ai fait un parcours plutôt de classe prépa, ensuite une école d'ingénieur, ensuite un doctorat. Et ça prend à peu près 10 ans. On prend encore, allez, 2 questions. Ok, une rapide, très rapide ici. Et après, il y en a une juste en bas. Une très rapide. Non, mais moi j'ai dû faire une conférence avant. Sinon, je peux le voir, mais Thérèse.
préciser la question. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a posé une question qui était très bien formulée concernant au moment de la collision de ces protons, au niveau des trajectoires. Donc il y a des trajectoires, vous avez dit qu'elles étaient rectilignes parce qu'il y avait pas mal d'énergie. Voilà. Par contre, celles qui sont courbées, est-ce qu'il y a une force qui les courbe ou alors qu'est-ce qui se passe? Oui, les particules qui sont plus rectilignes, elles sont seulement plus rectilignes, en fait, elles sont aussi courbées. Mais si elles sont courbées, c'est qu'il y a quelque chose. Absolument, c'est le champ magnétique. Elles sont, donc, les expériences sont veillées dans un champ magnétique. C'est le champ magnétique qui crée cette. C'est la force, on appelle la force de Lorentz. Oui, excusez-moi, vous avez plusieurs fois fait l'éloge du réductionnisme. Je voudrais savoir comment vous le conciliez avec la décernation du prix Nobel de physique pour l'intrication quantique. Je veux dire par là que le postulat réductionniste est un postulat méthodologique classique dans toute la physique, mais que les évolutions de la physique contemporaine laissent quand même penser qu'on peut peut-être avoir quelques doutes méthodologiques par rapport au réductionnisme. Je ne vois pas. Disons que si vous... Non, mais je vais essayer de répondre. Alors, le réductionnisme, en réalité, oui, on pourrait dire que c'est un postulat, mais c'est une approche. Oui. Et il y a un triomphe incroyable du réductionnisme. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas que on a pensé, alors oui, on a pensé qu'il y avait des atomes depuis Démocrite, d'accord? Mais depuis Démocrite, c'était juste une pensée. C'est la science qui a démontré l'existence des atomes, et les atomes qui sont composés de particules qui corroborent complètement l'approche réductionniste. Mais je veux dire, dans le postulat réductionniste, il y a l'idée que, bon, pour le faire court, que le tout est la somme de ses parties, que si on décompose en série causale indépendante, nous irons retrouver la compréhension du tout. Dans l'intrication quantique, ça m'interroge, parce qu'il y a quelque chose de holistique. C'est pas ça. Non, mais justement, c'est par rapport à votre manière de penser le réductionnisme. C'est pour ça ma question, parce que si le réductionnisme, ça peut être entendu en plusieurs sens, c'est de ce point de vue-là que je parle. C'est-à-dire que c'est si vous pensez qu'on peut réduire la complexité à du simple, je crois que là, par contre, c'est ça l'idée fondamentale du réductionnisme, à un jeu de composition du simple. Ma question, c'est, si c'est ça que vous dites, comment vous le conciliez avec l'intrication quantique? Mais l'intrication quantique est une conséquence directe de la théorie qui nous permet d'expliquer de façon vraiment réductionniste. L'intrication quantique, c'est une implication absolument directe. Mais je ne comprends pas comment on peut avoir justement ce point de vue réductionniste devant ce phénomène que des particules peuvent avoir la mémoire de leur interaction. C'est pas une mémoire. C'est ça que je ne comprends pas. Non, mais c'est pas une mémoire, c'est une application. La mémoire, c'est pas une mémoire d'interaction. Non, mais le fait qu'elles aient interagi, même s'il n'y a plus d'interaction dans le futur, ça en laisse la trace. Alors attention, oui, alors ça c'est une prédiction. C'est une prédiction. Pardon. Non, ça va être la dernière. On va être enfermés. D'accord. Je vais quand même répondre. Oui. Non. Donc le réductionnisme. Je ne veux pas aller trop dans le réductionnisme. C'est tout simplement que les théories qu'on a sur la nature observée aux échelles à laquelle on l'observe sont parfaitement en accord avec une approche réductionniste. L'intrication quantique est parfaitement en accord avec cette approche réductionniste. Parfaitement en accord. On pourra en discuter après si vous voulez, mais ça c'est parfaitement en accord. Ça ne montre pas, ça ne dit pas qu'il y a d'autres échelles. Si on creuse plus, la réductionniste ça marche. Une dernière. Non, il y a encore une. Oui, alors, bon, d'accord. Je la prends, et après. D'ici 2040, qu'est-ce que vous espérez un régime d'énergie ou un régime de dimension
qu'on n'avait pas explorés jusqu'à présent. Et donc des phénomènes qui peuvent être des phénomènes qu'on observerait pour lesquels on aurait besoin de beaucoup de données, on les observera que dans les années 2030. Ce sont des phénomènes très faibles, mais présents à ces échelles d'énergie. Oui, non, pas nécessairement, mais oui, autour du zombies, mais aussi autour d'autres possibilités qui viendraient expliquer toutes les questions qu'on a, qui sont ouvertes sur la nature, et sont activées dans des échelles. Donc on va prendre la dernière question. C'est celle du président des amis de l'université, donc faisons de la publicité, et c'est grâce à eux qu'on a pu organiser cette série de conférences qui va avoir lieu toute la semaine. Donc c'est une bonne façon de terminer, de donner la parole au président des amis de l'université. Ça c'est une question d'ignorant de tout. Donc, excusez-moi, je vais peut-être mettre le boxon dans le boson. À savoir, est-ce qu'un jour vous êtes posé la question de savoir si ce n'étaient pas les machines elles-mêmes qui créaient les résultats auxquels vous êtes parvenus? Je m'explique en 2 mots. Quelquefois on passe des radios, tout cela, et puis on vous dit, oh, vous avez un cancer des os. Et en fait, en refaisant une multitude d'examens, on s'aperçoit que c'est la machine qui a créé un artefact. Alors, est-ce que ça n'est pas... Ça se répète pas. Ça se répète pas. Merci les amis de l'université. Ça ne se répète pas. C'est une blague. Alors j'espère que ce genre d'erreur médicale et que les médecins comprendront autant à cœur ce que j'essaie de vous expliquer aussi au moment des découvertes. Notre travail était justement d'essayer de comprendre tous les effets qu'on pouvait voir dans la machine. Et de les éliminer un à un. Et donc évidemment, oui, vous avez raison, les erreurs expérimentales peuvent subvenir. Cela dit, notre travail de chercheurs, c'est d'essayer de les réduire, de comprendre tout, et de nous assurer que ce n'est pas le cas. Mais ça... Je peux rajouter, c'est pour ça qu'on fait plus qu'une seule expérience. Parce qu'on espère que des personnes indépendantes, si elles font des erreurs, mais il y a des erreurs expérimentales qui peuvent être